Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Bienvenue dans un nouvel épisode de Filles Expat. Avant de commencer cet épisode, je tiens à être totalement transparente avec toi, comme toujours. Aujourd'hui, l'échange que je vais avoir avec Chloé s'inscrit dans le cadre d'un partenariat. Comme vous le savez, je ne monétise pas ce podcast autrement que par ce type de collaboration. Je le fais pas souvent, mais si je choisis de mettre en avant certains projets, c'est uniquement parce que j'y crois et qu'ils peuvent, selon moi, vous apporter une vraie valeur ajoutée, si bien évidemment tu es concerné par le sujet. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir, comme je vous l'ai dit, Chloé, pour parler de son parcours, mais aussi de sa plateforme dédiée aux enfants expatriés qui souhaitent continuer à progresser en français. Bonjour Chloé. Bonjour Kelly. Tu vas bien ? Oui, et toi, comment vas-tu ? Eh bien, très bien, merci. Pour placer les auditrices et auditeurs dans le contexte, peux-tu nous dire, ton prénom on le sait, mais ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement ? Alors, j'ai 38 ans et j'habite aux Émirats Arabes Unis, à Sharjah, exactement, tout près de Dubaï. Ouais, l'Émirat à côté. Eh bien, figure-toi que j'y suis allée en 2010, je crois. D'accord. C'était là que j'avais réservé mon hôtel et j'avais adoré. C'était beau. C'est beau sur la corniche. La corniche est agréable. Ouais, c'est vraiment sympa. Écoute, avant qu'on rentre dans ton parcours et qu'on comprenne qu'est-ce qui t'a amené du côté de Dubaï, j'ai une question signature du podcast et c'est donc la suivante. Quelle a été pour toi la différence culturelle la plus surprenante que tu as expérimentée et comment tu as fait pour t'y adapter ? Honnêtement, pour moi, la chose la plus surprenante, ça a été, en arrivant ici, ça a été tout ce qui était lié au service. Tout est facile quand on va faire nos courses. J'ai pas eu trop de mal à m'y habituer. Mais quand on va faire nos courses, ils débarrassent nos chariots. Puis après, ils refont nos sacs. Quand on veut installer une tringle, ils viennent l'installer. On n'a plus besoin d'avoir d'outils. Ils nettoient nos voitures en bas des parkings. Et en fait, ça m'a vraiment surprise. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un tel niveau de service partout. Et c'est partout. C'est partout. Donc, ça n'a pas été très difficile de m'habituer parce que c'est sympathique. Mais quand même, ça nous renvoie un petit peu au manque d'autonomie, en fait. Parce qu'après, quand il y a quelqu'un qui vient installer sa tringle, on ne le fait plus. De faire nos sacs, les sortir de la voiture, etc., on ne le fait plus. Alors, je trouve pas ça dommage, mais quand on revient en France, on retrouve autre chose. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est quand tu dois revenir en France que ça doit être compliqué. Mais je culpabilisais un petit peu aussi le fait que quelqu'un fasse les sacs à ma place. Et en fait, j'ai arrêté de culpabiliser et puis je profite de ce service qui m'est offert. Mais moi, je pense que ça a créé de l'emploi, c'est intéressant comme ça. Oui, c'est vrai, voilà. Si on le voit du côté positif des choses. Quitte à... tu vois, des fois, je vois en France, y a pas mal d'aides sociales, mais du coup... Est-ce que des fois, on ne pourrait pas demander à ces personnes de donner un petit coup de main, justement moi, je pense par exemple aux personnes âgées qui font leurs courses. Je pense que ça ne serait pas dégueulasse de les aider à faire leur sac de courses ou à les porter jusqu'à leur voiture, tu vois. Oui, ça c'est vrai, oui. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que quand on est comme nous en forme, on a peut-être tendance à culpabiliser, mais quand on pense à ceux qui ont plus de difficultés, ça peut être pratique. Écoute, super, merci à toi pour ce partage. Alors maintenant, Chloé, on va faire un retour en arrière. On va repartir, pas quand tu es née, mais presque. Tu peux juste nous dire, dans quelle région tu as grandi, dans quel cursus familial, est-ce que tu avais des frères et sœurs, comment tu as été à l'école, quel a été un peu ton parcours qui t'a emmené éventuellement à t'expatrier. Alors moi, je suis née, j'ai grandi à Nantes avec mes deux parents, puis ensuite mes parents ont divorcé quand j'étais au collège, donc après je suis restée avec ma mère. J'ai fait un BTS, puis je suis partie une année aux États-Unis en tant que jeune fille au pair. C'était génial. Et je suis revenue, j'ai fait une licence. Et après, j'ai travaillé en tant que responsable adjointe d'une agence de soutien scolaire. Excuse-moi, tu nous parlais de BTS et de licence. Tu peux nous dire c'était quel type de BTS et de licence ? Alors, j'avais fait un BTS MUC, Management des unités commerciales. Puis après, j'ai fait ma pause en tant que jeune fille au pair aux États-Unis et j'ai fait une licence en gestion de la qualité. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu partir une première fois aux États-Unis ? J'avais vraiment envie de parler anglais. Ouais. Parce que j'étais vraiment
pas excellente en anglais et j'avais ce besoin de pouvoir m'exprimer en anglais. Aussi peut-être de couper un petit peu avec le quotidien et ça m'a fait du bien. C'était une très belle aventure. T'es partie où aux États-Unis? À Seattle. Seattle, génial, j'adore cette ville. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu avais des peurs à ce moment-là ou est-ce que vraiment c'était plus de l'excitation? Non, j'avais peur, je pense. J'étais contente de partir, mais au bout de une semaine, j'avais envie de rentrer en France parce que on n'a plus nos repères en fait. Puis bon, j'étais un petit peu plus jeune, mais j'avais plus mes repères. J'avais l'impression de tout perdre en fait. Et finalement, au bout de 3 mois, ça s'est très bien passé. Je me suis habituée, acclimatée. Et puis, j'ai pas eu cette chose que d'autres ont. C'est-à-dire, au bout d'un moment, elles ont un petit down. Au bout de 3-6 mois, je l'ai pas eu. Comme je l'ai eu beaucoup au début, après, je l'ai plus pendant le reste du temps. Oui, je pense qu'on est tous différemment. Et puis, en plus, toi, Seattle, c'est quand même loin de la France au niveau du décalage horaire. Peut-être au niveau des communications, ça devait pas être évident. Est-ce qu'avec ta famille, ça se passait bien? Oui, c'était bien. Ouais, ça se passait bien. Je téléphonais à mes parents à 5h du matin. Non, ça se passait bien. Non. Et c'était encore dans un moment où c'était pas très développé la technologie. C'est-à-dire les appels comme ça en visio, etc. C'était pas développé. Donc, je me souviens que j'ai acheté des cartes de téléphone pour pouvoir appeler. D'ailleurs, tu vois, petit message à toutes celles et ceux qui nous écoutent, parce que moi, c'était pareil la première fois que je suis partie à Chicago, on n'avait pas du tout ces technologies. Et donc, si maintenant, il y en a qui ont peur, rappelez-vous que nous n'avions pas toutes ces possibilités de connexion. Je peux vous dire que ça fait la différence aujourd'hui. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de réaliser que c'est peut-être un peu plus simple aujourd'hui. Je dis pas que tout est facile. Mais si on a réussi, d'autres peuvent le faire aussi, même s'il y a des moments difficiles. Et au niveau de la langue, ça t'a mis du temps avant de pouvoir devenir parfaitement bilingue? Oui, ça m'a mis du temps. À la fin, on va dire que ça y est, c'était intégré à la fin de la première année. Mais après, finalement, soit on l'utilise, soit on le perd. Et puis, quand je suis rentrée en France, j'ai arrêté d'utiliser, donc j'ai un peu reperdu. Et donc là, tu es rentrée, tu as fait une licence. Est-ce que tu avais la bougette? Est-ce que tu avais cette envie de vouloir repartir ou plutôt de t'installer? Alors, j'ai fait ma licence à Lille. Donc, c'est un petit peu... ça a 700 km de Nantes à peu près. Donc, voilà. Mais après, je suis revenue... Une fois que ma licence était terminée, je suis retournée à Nantes pendant 3 ans. Et puis ensuite, je me suis mariée. J'ai été habiter à Dijon. Tu t'es mariée et là, est-ce que tu avais pour rêve, par exemple, de repartir vivre à l'étranger? Ou est-ce que pour toi, tu étais un peu dans ce cadre, enfin, tu sais que la société nous dicte, entre guillemets, une fois qu'on se marie, on fait des enfants, on achète une maison, etc. etc. Un peu des deux, en fait. J'avais quand même pour rêve de repartir, mais pourquoi pas reconstruire tout ça, mais ailleurs. Pas forcément en France, ailleurs. Et avec mon mari, on s'alignait un petit peu sur ce point-là. Et puis on a réfléchi à des pays et puis on a décidé les Émirats. Mais ça a pris du temps, ça a pris du temps. Au moins 7 ans. D'accord. Donc là, les Émirats, c'est votre première expatriation? Oui, en famille, oui. Et vous êtes arrivés il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Ah oui, ça fait déjà 5 ans. Donc vous êtes déjà bien installés. Oui, ça y est, on est dedans là. Donc 5 ans, ça nous mène en 2021, donc c'était l'après-Covid? Après Covid. On est arrivé l'année d'après. Est-ce que vous aviez des enfants? Je me souviens, c'était difficile. Oui, on a 3 enfants. Et c'était difficile au début parce que quand on est arrivé, c'était l'après-Covid. Donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, quand on est arrivé dans les écoles aux Émirats, on a décidé de les mettre dans une école british. Mais on savait pas trop à quoi s'attendre en termes de mesures de sécurité, le port du masque, les distances de sécurité. Puis on a été assez surpris en voyant que... Par exemple, les enfants, ils ne sortaient plus pour manger, ils devaient rester en classe. Ils ne sortaient plus pour jouer, ils devaient rester en classe. Ce qu'on n'avait pas vécu en France. Donc ça a été un petit peu aussi le choc à l'arrivée. Et puis ensuite, l'année d'après, tout s'est détendu en fait avec l'après-Covid. Et tes enfants, à l'époque, ils avaient quel âge? Donc mon plus grand était passant en CE2, donc il avait 8 ans. Adem avait 7 ans. Et puis il y avait ma petite dernière qui venait juste d'avoir 3 ans.
Et donc, tu disais que tu allais les mettre en école british. Est-ce qu'ils avaient déjà une connaissance de la langue anglaise? Je faisais quelques cours en anglais en petits groupes pour les enfants que je connaissais de mon quartier. Donc ils avaient ce petit côté où ils savaient dire je m'appelle, bonjour, ça va, j'aime bien ça. Et puis ça s'arrêtait là. Donc non, ça a été, on les a lancés un petit peu dans le bain. Et ça s'est bien passé pour eux? Ça s'est bien passé. Voilà, pour le plus grand, ça a été parce qu'il est jovial, parce que c'est facile pour lui de s'acclimater. Pour Adem, ça a été un petit peu plus dur. Il s'est un petit peu renfermé sur lui-même et puis ensuite, il lui a fallu une année à peu près pour s'ouvrir à cette nouvelle langue. Et en parallèle, on continue quand même à travailler le français parce qu'il venait juste finir finalement d'apprendre à lire et à écrire. Donc c'était pour moi important de continuer à leur faire travailler. J'avais ramené, je me souviens, des livres de l'école, des bleds, etc. Et on le faisait, mais c'était source de conflit un petit peu. Mais oui, c'est vrai que quand c'est une expatriation dans un cadre familial, c'est vrai que pour un enfant, au final, on lui demande beaucoup parce que on lui demande d'apprendre une nouvelle langue, de conserver sa langue maternelle, qui est toujours on l'apprend toujours, comme tu l'as dit. Plus on doit s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même pour un enfant, donc je pense que c'est normal qu'ils réagissent pas tous pareil. Ouais. Toi et ton mari, vous êtes arrivés là-bas dans un cadre professionnel. Est-ce que vous aviez trouvé quelque chose en amont? Non, mon mari avait créé son entreprise de contrôle des véhicules avant l'achat. Parce qu'aux Émirats, c'est une réelle problématique de pouvoir acheter une voiture en bon état. Donc, il avait créé son entreprise pour ça. Ah, super. Ça me fait penser à ma cousine qui a récemment voulu acheter une voiture. Donc, elle m'a parlé de tout ça. Parce que je sais pas si tu sais qu'elle vit à Dubaï depuis, je crois, 3-4 ans déjà maintenant. Donc, Ah oui, c'est compliqué. C'est très compliqué d'acheter des voitures aux Émirats. Mm-hmm. Et donc, toi, t'es arrivée... quand tu as quitté la France, est-ce que tu travaillais? Non, je travaillais pas. J'avais ma petite dernière qui avait... quand on arrivait, elle avait 3 ans. Donc, le temps qu'on prépare... Non, j'avais fait le choix d'arrêter de travailler... pour m'occuper de mes enfants quand ils étaient nés. Ce qui est en soi un travail à temps plein. On va oui, pas se mentir. Oui. oui. Et en allant à Dubaï, est-ce que c'était prévu que quand vous arriviez, t'allais prendre le temps justement de t'installer, d'être un pilier important pour la famille? Oui. Le but, c'était que moi, je puisse rester aussi à la maison. Déjà, eux allaient à l'école, les 2 garçons allaient à l'école, mais ma fille n'y allait pas. Donc on avait fait le choix de ne pas la mettre à la nurserie pour qu'elle ait le temps de s'habituer gentiment. Et puis l'année d'après, elle a été à l'école et là j'ai commencé à penser à faire quelque chose pour moi, autre que le sport. Justement, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que je sais que vous êtes nombreuses, des femmes, des mamans à m'écouter de l'étranger, parce que j'ai quand même pas mal de statistiques sur les auditrices. Et j'ai déjà plusieurs femmes qui m'ont contactée pour justement aborder ce sujet de comment on se reconstruit, mais justement quand on a cette possibilité, parce que c'est quand même une chance, entre guillemets, justement, quand on a cette possibilité de peut-être changer professionnellement, de pouvoir créer un projet, etc. Mais quand on se pose ces premières questions, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que c'était uniquement avec ton mari que vous échangez à ce sujet-là? Comment tu t'es un peu organisée? En fait, c'est venu petit à petit. En voyant qu'il fallait que je fasse travailler les garçons tous les jours, pas forcément tous les jours, mais peut-être 2-3 fois par semaine en français, et que je voyais qu'ils râlaient, et que j'avais aucune organisation en fait. Je prenais le bled, alors ça me donnait un support, mais finalement, j'avais pas de ligne de conduite. Donc, en fait, mon idée, elle est née du problème que je vivais tous les jours. Ensuite, j'ai échangé avec mon mari, et puis une amie à moi, où sa sœur est maîtresse d'école, donc ça me permettait d'avoir aussi le retour d'une maîtresse, d'en savoir un petit peu plus. Et ça m'a aidé à le construire petit à petit. C'est pas venu vraiment du jour au lendemain. Je me suis dit au début, ça serait bien que ça existe. Ça serait bien que je le trouve. Et j'ai à peine cherché d'ailleurs. Je voulais que ça vienne à moi seule. Et puis finalement, j'ai fini par le mettre en place et pour aussi essayer d'aider les familles qui sont dans mon cas. Mais du coup, par où tu commences en fait? À se dire, j'ai commencé par me dire, qu'est-ce que moi j'aimerais?
qu'est-ce que j'aimerais mettre en place. Donc, dans un premier temps, j'ai réfléchi aux points importants qu'on devait apprendre, les notions importantes. Puis ensuite, je me suis dit, ça serait bien que j'en fasse des supports, par exemple via Canva ou autre. Donc, j'ai utilisé Canva. Et puis après, je me suis dit, ah oui, mais finalement, ça serait quand même mieux qu'il y ait une interaction, enfin, que je puisse parler aux enfants pour qu'ils entendent. Et j'ai fini par enregistrer ma voix. En fait, c'est venu étape par étape. Puis j'ai fini par m'enregistrer derrière. Et voilà. Est-ce que c'était ta question ? Oui. Et la question que j'ai envie de rebondir par rapport à ça, parce que tu es quand même une maman, une femme, 3 enfants. Comment tu fais pour dégager du temps justement pour aller t'essayer à des outils et à créer justement des choses nouvelles ? En fait, ici, les enfants, ils vont à l'école de 7h30 à 14h30, du lundi au jeudi. Donc, le week-end est long. Et en fait, comme en France, c'est pas si long, par exemple, parce qu'on a la pause du midi, ou si on va aller les chercher, etc. Là, quand même, ça me laisse à peu près 7 heures de temps. Donc, je me suis dit, c'est long. En 7 heures, j'ai le temps de m'occuper de la maison, mais j'ai aussi le temps de préparer à manger. Alors, je dis pas que ma maison est très bien rangée, mais j'ai aussi le temps de prévoir quelque chose sur ce projet. Donc, je me suis dédiée entre 2 et 3 heures par jour, où je travaillais tous les jours, où le soir, je pouvais m'y remettre. Si là, j'avais la bonne idée, le bon moment, hop, je m'y remettais. Donc voilà. Et est-ce que tu dirais que toi, tu es une personne assez autonome, par exemple, pour t'essayer à des nouveaux outils ? Est-ce que tu vas aller chercher comment créer, ou est-ce que tu vas plutôt essayer de trouver des personnes qui peuvent t'apprendre des raccourcis, par exemple ? Je vais chercher par moi-même. Je vais chercher par moi-même. Et puis aujourd'hui, ça nous est vraiment facilité. Donc je cherche, je peux regarder des vidéos sur YouTube pour m'aider, ou des tutos. Et voilà. Je demande pas trop à mon entourage. J'ai pas peut-être peur de déranger. Parce que j'imagine que tu as aussi des Français quand même. Il y a pas mal de Français expatriés. Je pense à ma cousine, par exemple. Est-ce que tu as essayé justement d'échanger avec d'autres familles sur place pour avoir leur point de vue par rapport à ce que tu crées ? Oui, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait avec des amis à moi. Après, elle trouve que c'est une bonne idée, mais moi, j'aime qu'on me dise ce qui va pas, ce que je peux améliorer. Pas forcément qu'on aille dans mon sens. Donc, je pense pas que ce soit notre cercle proche qui peut nous faire ce retour. Donc, est-ce que là, tu as essayé justement d'avoir un retour différent pour avoir plus de critiques ? Oui, alors j'ai essayé de contacter des personnes. Il y a un groupe Facebook aux Émirats, pas Facebook, WhatsApp à Sharjah. Donc voilà, pour essayer d'avoir en fait des réels retours de personnes qui ont testé en fait. Et donc c'est toujours en période de test. J'attends quelques mois pour m'assurer, voilà, j'aimerais attendre au moins 6 mois. D'accord. Donc là, est-ce que tu dirais que ta plateforme, donc du coup tu m'as contactée pour qu'on en parle, est-ce qu'aujourd'hui elle est disponible à l'utilisation ? Est-ce qu'il y a encore... est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants et qui voudraient justement qu'ils progressent en français ? Oui, alors elle est disponible. Je prends déjà en fait le retour des parents. Ce que je fais, c'est donc quand on s'inscrit sur la plateforme, j'essaye d'être très proche de l'enfant. Donc soit il a un téléphone et je communique avec lui, soit via mail, soit via WhatsApp. Et au départ, j'essaye de faire des audios pour qu'on puisse aussi apprendre à se connaître, parce que des mails, ça reste trop impersonnel. Donc j'essaye voilà, c'est pour ça que WhatsApp c'est facile. Je peux faire des audios pour faire un retour sur les devoirs. En fait, ils doivent envoyer des devoirs 2 fois par semaine. Donc je fais un retour sur les devoirs. Ensuite, je les encourage à lire un livre et qui me racontent quelques mots. Et tout ça, c'est dans le but aussi de les faire parler, parce que souvent, les enfants d'expatriés, soit ils parlent beaucoup français, soit ils parlent pas beaucoup français. Et quand ils parlent pas beaucoup français, ils ont tendance à perdre un petit peu leur français, même leur façon de communiquer, de s'exprimer. Ils utilisent des mots peut-être un peu plus simples. Donc moi, l'objectif, c'est de les pousser un petit peu, les encourager. Quand on lit, c'est ça, en fait, c'est de les encourager à lire, à avoir un vocabulaire un petit peu plus soutenu que ce qu'on pourrait avoir avec des copains français. Donc toi, du coup, t'as un programme, on va dire, personnalisé et adapté à l'enfant avec qui tu vas échanger. Et tout reste, tu vois, on est dans l'ère de l'IA en ce moment, où j'ai l'impression que tout est fait pour mettre en avant l'intelligence artificielle. Toi, tu tiens à garder justement cette approche encore humaine, j'ai envie de dire, et one-on-one, comme ils disent en anglais. Oui, vraiment, c'est ce que je cherche.
Parce que si ça restait, par exemple, via l'intelligence artificielle, les enfants, ils vont se désintéresser. Ils vont se rendre compte qu'il n'y a personne derrière, que c'est quelqu'un qui corrige, enfin, que c'est personne d'ailleurs qui corrige. Et souvent, quand même, les enfants, ils marchent un petit peu à l'affect. C'est-à-dire que quand ils aiment bien la personne avec qui ils échangent, ils vont essayer de faire bien, peut-être faire mieux. Et c'est pour ça que j'essaye de créer du lien pour pouvoir les encourager. Et donc là, est-ce que c'est tout âge ou est-ce que pour l'instant, tu te centralises sur je sais pas, sur par exemple 5-8 ans En fait, ça va être tout âge, mais à partir du moment où ils savent lire. Il faut qu'ils puissent lire. Peut-être pas avant 7 ans. D'accord. Donc si là, quelqu'un qui nous écoute est intéressé justement pour essayer ta plateforme, je vais mettre des liens. Tu m'as donné des liens justement de partenariat pour que justement les nouvelles personnes qui te contactent et qui ont écouté ce podcast, moi du coup je touche une petite commission. Est-ce que du coup on clique sur le lien, on s'inscrit sur la plateforme? Est-ce que ça démarre assez rapidement? En fait, une fois qu'on est inscrit, il y a tout de suite la lettre aux parents qui est envoyée et ensuite on contacte les familles sous les 48 heures. Mais ils ont tout de suite accès à la plateforme. Mais on se donne 48 heures pour pouvoir se mettre en contact avec les parents et s'ils sont d'accord avec les enfants. Après, ça peut être fait sur le téléphone des parents, c'est pas au contraire, hein, c'est plus logique. Et on crée un petit groupe pour vraiment dédié à l'envoi des devoirs. Et puis, les enfants, ils peuvent poser des questions aussi. C'est-à-dire que moi, je fais mon retour, mais si les enfants, on a vu une règle d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison et qu'ils ont un petit doute sur ce point, ils peuvent très bien revenir et me reposer la question. Et voilà, c'est un échange assez... ça reste libre parce qu'on peut le faire de n'importe où, à n'importe quel moment. Et pourtant, j'essaye de garder cette proximité le plus possible. Et j'allais dire si justement, parce que là, t'es toute seule derrière cette plateforme, si t'as par exemple, je sais pas, une centaine d'enfants là qui te contactent suite à l'écoute du podcast, est-ce que tu vas pouvoir gérer autant de personnes? S'il y avait trop de personnes qui se connectaient, je devrais faire appel à l'ami avec qui j'avais beaucoup parlé au départ. Mais comme maintenant je me suis dégagée quand même du temps, vu que je crée plus mes supports, etc., j'ai quand même 3 heures par jour à dédier à ça. 3 heures par jour, plus le soir. Et si je vois que je suis débordée, je confierai quelques élèves à cet ami de confiance et qui connaît les tenants, les aboutissants, comment on fonctionne. Donc voilà. Ah, c'est super. Non, vraiment, bravo pour ce projet qui, je pense, devrait en intéresser plus d'un. Parce que je sais que des fois aussi, les enfants, même s'ils savent qu'ils parlent français, mais ils ont un peu ce côté feignant de « c'est quoi l'intérêt que je parle français alors que maintenant tout le monde parle anglais à la maison et puis qu'à l'école je parle anglais ?» Donc pourquoi je continuerai à parler français? Et c'est vrai que c'est important de... Mais c'est dommage, en fait, parce que je donne des cours de français aussi à des enfants qui sont nés en France, mais qui sont arrivés à Dubaï à 2 ans. Et ils me disent, surtout les deux filles, me disent « mais ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai pas besoin de parler français. » Et je leur dis « mais c'est tellement dommage. C'est quelque chose que tu sais, que tu connais. Est-ce que tu veux perdre cette connaissance ? Non, on peut pas perdre cette connaissance. Ça serait trop dommage. » Ouais, mais regarde, tu sais, je reprends ton exemple et moi j'étais pareil quand je suis rentrée de Chicago. C'est que tu l'as dit toi-même, on a pu pratiquer, on a commencé à le reperdre. Et c'est pareil parce qu'on n'en voit pas l'intérêt non plus, parce qu'on se dit maintenant je suis rentrée, pourquoi faire l'effort de continuer, tu vois? Donc au final les enfants ils sont comme nous. ah oui, tout à fait. Surtout qu'ils n'en voient pas l'utilité. Voilà, et puis quand on n'a pas les outils à portée de main, ou cette obligation, enfin tu vois là par exemple, tu sais c'est un peu comme la salle de sport. Si on paye pas une salle de sport, on ne va pas au sport. Oui. Si on sait qu'on paye, on va y aller un petit peu plus souvent en tout cas. On va faire les efforts. Voilà, c'est un peu pareil, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de personnes, par exemple, qui vont utiliser Duolingo, qui est gratuit, mais on va pas forcément aller dessus tout le temps parce que on paye pas. Et puis il y a pas justement cette personnalisation que toi tu proposes sur ta plateforme. Et donc c'est évident qu'au bout d'un moment on va décrocher. Enfin moi j'ai bien vu avec l'espagnol, j'ai très rapidement décroché. Alors que justement quand on a quelqu'un d'humain derrière tout ça, je pense que ça nous oblige un petit peu plus à être un petit peu plus consciencieux et enfin tu vois ce que je veux dire. Ça nous encourage. Oui, je trouve que c'est encourageant. Ouais, c'est plus encourageant et plus sympa. Plus sympa parce que j'imagine qu'en plus, tu dois quand même prendre des sujets personnalisés à l'enfant. Tu vois, moi, je me souviens quand je donnais des cours de maths
des cours privés de maths, j'adaptais les problèmes de mathématiques à ce que l'enfant aime. Tu vois, s'il aimait le foot, oui. J'allais faire des problèmes par rapport à un terrain de jeu de foot, par exemple. J'imagine que c'est pareil. En fait, moi, j'essaye de faire, par exemple, quelque chose de simple pour la règle du on et du on-ont. Quand est-ce qu'on l'utilise? C'est assez compliqué. Et en fait, en ayant écouté aussi beaucoup d'orthophonistes, je me suis calée sur, par exemple, le on, tu peux le remplacer par les on. Et tout de suite, ah oui, les il y a on, les on, ça. En fait, ça crée des connexions. Donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place pendant les cours. Comme c'est un peu pour tout le monde, j'ai essayé de prendre des sujets qui intéressent les enfants. Mais le but, c'est plutôt de trouver des petits moyens mnémotechniques, des moyens qui vont leur parler, en fait. C'est ce que j'ai essayé de mettre en place. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos des orthophonistes, justement, pour m'aider à trouver les astuces pour les guider au mieux. De toute façon, ça sent que ton projet a été très réfléchi, que tu es une personne très professionnelle. Non, vraiment, Merci, ça se sent Kelly. dans ce que tu dis. Et je trouve ça vraiment chouette et je te souhaite vraiment plein de succès. J'espère vraiment que ça va encourager tous nos petits francophones à garder leur langue française parce que, comme tu le dis, puis déjà, c'est une langue très difficile à la base, donc c'est dommage de la perdre. Autant la cultiver et la conserver. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais parler au sujet de la plateforme ou autre, un petit message avant que je te pose ma petite question finale du podcast? Non, pour moi c'est tout bon. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Si les personnes qui nous écoutent ont des questions à te poser, est-ce que tu voudras qu'on leur laisse, je sais pas, ton adresse email ou quelle est la meilleure façon de te contacter s'il y a des questions? Je peux même laisser mon numéro WhatsApp. Je trouve que je rentre encore dans ce biais-là, c'est j'aime pouvoir créer du lien. Donc je trouve que via WhatsApp, le contact est plus rapide, on y répond avec plus d'attention que via un mail. Donc je pourrais laisser mon numéro de téléphone. Eh ben super, écoute, je mettrai tout ça dans la description de cet épisode pour celles et ceux qui ça intéresse. D'accord. Alors ma petite question finale du podcast signature, c'est tu dirais qu'avec du recul aujourd'hui, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même? Que je suis capable de m'adapter à beaucoup plus de choses que je pouvais penser en fait. C'est pareil que quand je suis arrivée aux États-Unis, quand je suis arrivée aux Émirats, j'avais perdu tous mes repères en plus avec mes enfants. Au début, c'était flou, je tâtonnais. Et en fait, on se reconstruit petit à petit. Et puis, il faut qu'on arrive à se faire confiance, en fait. Et je pense que j'ai aussi appris à lâcher, peut-être un petit peu prise sur ce contrôle qu'on veut absolument avoir quand on arrive. Retrouver peut-être des semblants d'habitude qu'on pouvait avoir. Donc, voilà. J'ai accepté que tout soit pas sous contrôle et pas comme avant. Ça, c'est tellement des belles leçons de vie parce que le lâcher-prise, punaise, je pense que ça nous facilite tellement la vie une fois qu'on a appris à le lâcher-prise, à se donner patience aussi, justement. En capacité d'adaptation, c'est ça demande aussi un peu de patience et d'acceptation. Et je trouve que c'est vraiment des belles leçons de vie. Donc, merci de nous partager tout ça. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, merci beaucoup. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis aussi pour mettre en avant le témoignage de Chloé, parce que si ça vous intéresse pas, ça peut en intéresser d'autres. Donc n'hésitez pas aussi à envoyer ça à une amie, à une cousine, à une tata, je ne sais pas, si vous connaissez des personnes à l'étranger. Chloé, je te fais plein de gros bisous et puis plein de succès. Moi aussi, gros bisous.